Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. C'est la première chronique de Frédéric Bérard en temps de guerre sur nos ondes, donc parce que ça a débuté tout ça jeudi passé. On parle à Frédéric chaque mercredi matin. On va parler avec lui évidemment de l'aspect du droit international dans ce conflit. Mais d'abord, bonjour Frédéric Bérard. Bonjour, Julie Bergeron. Ça fait déjà 6 jours que les bombardements ont débuté en Ukraine. Il s'en est passé des choses en 6 jours. Quelle serait ta première analyse, justement, des 6 derniers jours? Je crois que très clairement, Poutine a sous-estimé la résistance ukrainienne. On voit qu'il a beaucoup de difficultés à s'implanter actuellement. Et ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle serait si il décidait de virer de bord, comme on dit par chez nous. La mauvaise, et c'est déjà débuté, c'est s'il décidait de vouloir sauver la face et d'y aller de manière encore plus drastique. Ce que j'ai compris de certaines sources qui me semblent être officielles, en fait, qui sont officielles dans certains cas, on s'en prend maintenant à des civils avec certains types de bombes difficiles à décrire là, pour moi. Et est-ce qu'on pourrait penser à des missiles? On sait que la Russie en a, disons, plusieurs à cette disposition. On verra bien qu'est-ce qu'il en sera à ce niveau-là. Mais ça, c'est ma première observation. La deuxième, Julie, c'est que je crois aussi que Poutine avait sous-estimé, et ça, je peux me tromper par contre, mais l'espèce de résistance internationale en rapport à cette même guerre. On sait que l'Ukraine semble seule sur le terrain, mais on sait par contre que plusieurs pays d'Occident, notamment européens, fournissent des armes, se sont joints à l'espèce de concert de représailles. Même la Suisse, qui est absolument neutre habituellement dans à peu près tous les conflits qui ont existé lors des dernières décennies, a décidé, elle aussi, de réprimer l'économie russe dans la mesure du possible, particulièrement son domaine bancaire. Donc, de ce fait-là, je crois là, que Poutine n'a jamais été autant isolé. On a vu la Chine aussi, qui pour la première fois a levé le petit doigt pour dire que la Russie se trompait en agissant ainsi. Donc, on verra bien si ce sera le premier des scénarios que j'ai invoqués ou le deuxième. Et ça, on aimerait donc. Rapidement. Il y a donc des mesures économiques, des mesures militaires, hein, tu l'as dit, les pays de l'Ouest européen qui appuient donc militairement également le peuple ukrainien, mais également il y a le Canada. On parle de politique internationale, la Cour pénale internationale, on leur demande d'enquêter sur de possibles crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Est-ce que ça peut vraiment donner quelque chose? Il me semble que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été très coercitif, là, Non, puis comme constitutionnaliste, je m'intéresse toujours directement ou indirectement à la portée du droit international. Et on doit être honnête, celui-ci a une portée qui est essentiellement symbolique, qui est sympathique, qui est gentille. À première vue, étudier le droit international, c'est amusant en quelque sorte. Mais est-ce qu'il y a des impacts concrets? La réponse, c'est non. Ce sont les puissances qui déterminent la portée des normes internationales, incluant en matière de droit de la guerre. On a vu encore, il y a 48 heures à peu près, Julie, où le Conseil de sécurité de l'ONU a voulu adopter une résolution pour blâmer sévèrement la Russie pour son invasion. Or, qu'est-ce qui est arrivé? La Russie, qui possède un droit de veto dans ce même Conseil de sécurité, l'a évidemment utilisé pour empêcher l'adoption de la résolution. En d'autres termes, on a un droit international qui existe, qui est beau sur papier, qui est sympathique, qui est porteur, mais qui ne trouve jamais s'application en pratique. En d'autres termes, est-ce qu'on peut avoir un droit s'il n'y a pas de coercition? Est-ce qu'on peut avoir un droit? Est-ce qu'on peut avoir des normes s'il n'y a pas de police pour faire respecter les dites normes? Je veux dire, si je pose la question comme ça, la réponse est évidente. Or, mais c'est exactement ce qu'on a en droit international. Parce que même en ce qui a trait aux tribunaux pénaux et ainsi de suite, ça prend des accords entre puissances pour que ceux-ci puissent avoir lieu. Et si on est honnête 2 secondes, ce type de tribunaux-là a lieu habituellement pour critiquer ou pour blâmer ou pour condamner, par exemple, des dictateurs de pays africains qui ne font pas partie des puissances en question. Donc, est-ce qu'il y a de la géométrie variable en plus de ça dans son application? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Donc, le conflit actuel, est-ce que tu penses que ça pourrait faire bouger les choses en matière de droit international? Est-ce qu'on pourrait se réveiller? Ça pourrait être notre signal d'alarme? Ça,
c'est le souhait que j'ai. Est-ce que j'y crois? Pas si sûr, mais est-ce que je le souhaite ardemment? Rappelons-nous, Julie, l'ONU a été créée à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour les raisons que l'on connaît. Elle a remplacé sa prédécesseur. Ça avait pris cet électrochoc qui est la Seconde Guerre mondiale pour avoir mené, si je peux dire, l'infrastructure à un autre niveau. Est-ce que maintenant on est rendu là? Évidemment que oui, parce qu'il y a la question des réfugiés climatiques qui s'en vient aussi. On sait que selon la plupart des rapports scientifiques sérieux, il y aura d'ici 2050, donc pas en 2050, mais d'ici 2050, 220 millions de réfugiés climatiques qui vont se chercher un oasis à travers la planète. Or, si vous n'avez pas un droit international sérieux, on va avoir un sacré problème. Et encore en matière environnementale, regarde, c'est juste ce qui s'est passé avec Bolsonaro depuis qu'il est président du Brésil. Il y a 30% de l'Amazonie qui a été saccagée par Bolsonaro et ses sbires. 30% du poumon planétaire, 30% du poumon planétaire qui a été saccagé. Et qu'est-ce que le droit international a fait là-dessus? À peu près rien. Il est actuellement accusé de crimes contre l'humanité, mais ça va prendre combien de temps encore? X années. Et quelle sera la sanction? Va donc savoir. Donc, tout ça pour dire que si on n'entre pas dans une mécanique où il y a une coercition internationale pour faire appliquer des règles qui sont propres à l'humanisme de façon générale, on n'en sortira pas et souhaitons que cette présente invasion de la Russie, qui viole toute forme de droit international possible, puisse être l'électrochoc dont tu parles. Tu as parlé à quelques reprises au cours des dernières minutes, Frédéric, du fait que c'est peut-être des rêves, ce que tu espères, ou est-ce que tu espères et tu as peu de chances que ça se réalise, mais est-ce que tu as quand même de l'espoir que ça se règle, ce conflit-là? Et si oui, de quelle façon tu penses qu'on va y parvenir? Pour le présent conflit, ça c'est très, très, très difficile à dire. Si tu me demandes, là je sais que nous sommes en nombre, mais je vais faire comme si on discutait au resto du coin et je vais te dire ce que je pense très sincèrement. À mon avis, Poutine est très clairement dérangé mentalement. Je pense qu'elle est très parfait d'un psychopathe. On a vu encore la photo d'hier où il discutait avec ses ministres, avec ses alliés. Je pense qu'il y avait un demi-kilomètre là, qui les séparait les uns et les autres. Et donc, est-ce que ce gars-là va vouloir sauver sa face en se disant c'est pas vrai que je vais reculer comme il avait fait en Géorgie à l'époque? Je vais de l'avant. Et s'il décide d'aller de l'avant, évidemment qu'il a une puissance suffisante pour le faire, incluant la bombe nucléaire. Est-ce qu'il la lancera? Évidemment, personne ne le souhaite, mais est-ce qu'il a les traits psychiatriques de quelqu'un qui pourrait le faire sans être psychiatre? Il me semble que la réponse est assez évidente. Il y a des études qui sont sorties d'ailleurs là-dessus pour démontrer que ce gars-là est clairement instable depuis les dernières années. Donc, ça, c'est évidemment le scénario très, très noir, très, très négatif. Par contre, si on regarde le côté espoir de l'affaire, l'espèce d'uniformité de la communauté internationale, ou à peu près, celle qui va appuyer l'Ukraine, celle qui dit au peuple ukrainien, nous sommes avec toi, ne serait-ce qu'en matière de représailles économiques face à la Russie, ne serait-ce qu'en termes de solidarité et en pensée. Ça, je trouve que c'est un beau moment, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, qui se produit en ce moment. Et franchement, on verra pour la suite des choses, mais j'ose croire, je me répète, que ceci nous serve d'électrochoc comme humain, comme humaine, et qu'on réfléchisse à un nouveau paradigme en matière de droits de la personne, incluant le droit de la guerre. On va terminer là-dessus parce que tu as terminé sur une note positive. J'aime ça, ces temps-ci, du positif. Je le cherche, mais quand on cherche, on trouve. Des fois, on y croit plus ou moins, mais c'est pas grave. Hey, merci beaucoup, Frédéric Bérard, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Julie, un plaisir. Alors, Frédéric Bérard, qui est docteur en droit, politologue et chroniqueur dans C'est jamais pareil.